Alors, on ne peut évidemment parler de francophonie économique sans parler de ceux qui l'incarnent et de ceux qui vont l'incarner sur le terrain. Je veux bien sûr parler des entreprises du secteur privé. Comment faire en sorte que cette francophonie ait une vraie valeur ajoutée pour les entreprises de nos pays, au Maroc, en Tunisie, au Mali ou encore au Québec et au Luxembourg? Quels sont les secteurs clés où une coopération prioritaire est possible? C'est le thème de notre prochaine table ronde. Et pour en parler, j'invite Monsieur Chakib Alj, qui est président de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Monsieur Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Est-ce qu'il est arrivé, Monsieur Lemoine? Il est là. J'invite également Michel Detaille, présidente de la Fédération des industriels luxembourgeois. Alors, on va vous installer, ne vous inquiétez pas. Alors vous êtes là. Monsieur. Suivi de Michel. C'est bien ça. Tout le monde est installé. J'invite Monsieur Mohamed Zain El Abidine Cher Ahmed, qui est président de l'Union des patronats du G5 Sahel et président de l'Union maghrébine des employeurs. Bienvenue. Monsieur Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Monsieur Samir Majoul, je l'ai vu, lui, président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Et enfin, celui qui nous reçoit aujourd'hui, Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. Je vais vous demander de les applaudir. Bienvenue. Alors vous êtes à l'extrême. Bienvenue. Prenez place. Alors, depuis ce matin, on part d'un postulat qui est que le potentiel économique de la francophonie est énorme, on est tous d'accord là-dessus, que ce serait un atout pour nos entreprises. Je trouve ça quand même un peu théorique, il est temps de rentrer un peu dans la pratique, de parler un peu de terrain. J'aimerais qu'on confronte un peu toutes ces idées dont on a parlé ce matin avec la réalité. On va commencer par vous, Monsieur Chakib Alj. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, la CGEM. Alors, en quoi, concrètement, cette francophonie économique elle peut être un atout pour les entreprises marocaines? Oui, c'est ce que j'ai dit, marocaines. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier le président du Mettez MEDEF. bien votre micro là pour qu'on vous entende. J'aimerais remercier le président du MEDEF et toute l'équipe pour l'organisation de cette manifestation dans ces temps aussi difficiles. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la pandémie, ce qui s'est passé, a relevé nos forces et nos faiblesses. Je parlerai d'abord de l'Afrique en général. Nos pays francophones se sont retrouvés avec des problèmes qui ont relevé comme quoi notre force, c'était la complémentarité entre les différents pays. Ensemble, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et nos faiblesses, c'est qu'on n'avait pas assez et qu'on n'a pas assez de transactions économiques et commerciales entre nos pays. Inter-Afrique, je crois que les transactions ne dépassent pas 16%. Tout à fait. 59% des populations qui parlent français sont en Afrique. En 2050, il y aura quand même 50% de la population au-dessous de 25 ans. Donc le potentiel est en Afrique pour la croissance. Et je pense que la francophonie est une plateforme importante qu'on puisse justement la développer. Il ne faut pas que ça soit juste une langue, il faut que ça soit concrètement, comme a dit tout à l'heure Monsieur le Président Bézieux, quand on était en réunion, il faut qu'on passe à l'action, il faut que les choses se concrétisent et nous sommes là pour ça. Il faut que les choses se concrétisent, mais concrètement,
puisque c'est le terme. Oui. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les entrepreneurs marocains? Qu'est-ce qu'ils attendent? Bon, les entrepreneurs marocains, pour tout vous dire, sur l'Afrique, on a déjà commencé, grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, à justement intégrer en Afrique. Nous avons 3 banques marocaines qui sont sur 24 pays et qui sont dans toutes les capitales européennes aussi. Nous avons plusieurs petites et moyennes entreprises qui ont investi en Afrique. Et nous avons aussi une infrastructure qui s'est développée. Par exemple, l'électricité sur 20 ans s'est multipliée par 2. Tout ce qui est routier et tout ce qui est l'infrastructure a été multiplié par 4. Nous avons maintenant plusieurs ports. Il y a le port de Tanger-Med, il y a le port de Casablanca, un port en construction à Nador-Med et un autre port à Dakhla. Donc, ce qui fait qu'on est prêt pour développer davantage notre relation commerciale, que ce soit avec l'Europe ou avec l'Afrique. Monsieur Karl Blackburn, vous qui nous venez du Québec, même question qu'à Monsieur Chakib Hadj. En quoi le fait d'avoir ce sous-ensemble qui est fondé sur une langue unique peut bénéficier aux entreprises québécoises? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les entrepreneurs québécois? D'abord, concrètement, le premier exemple qui me vient en tête, c'est celui qui vient d'être présenté dans la table ronde précédente, où Thomas a mentionné que l'ingéniosité québécoise servait la ville de Paris au niveau de la récupération des déchets ou du traitement des déchets, ce qui en soi est un élément de fierté. Mais vous savez, pour la francophonie économique, pour le Québec, c'est quand même un attrait qui est particulier, mais qui est également un avantage pour la société québécoise, parce que, comme vous le savez, le Québec, la francophonie, nous représentons 22 de la population canadienne. Nous sommes dans un environnement américain, Amérique du Nord, anglophone, et à l'intérieur de cet environnement, je dirais, anglophone, nous arrivons à développer une francophonie économique qui est forte, qui est une porte d'entrée pour la francophonie, je dirais, en général, pour avoir accès au marché américain, mais qui est également une porte ouverte sur le monde pour faire en sorte que le Québec, les entreprises passant par le Québec, avec la francophonie économique québécoise, puissent rayonner à l'international. Et dans ce sens-là, c'est ce que nous aurons l'occasion de présenter au cours de la table ronde, mais nous avons une délégation qui est ici présente aujourd'hui, qui est extrêmement bien structurée, bien organisée. À titre d'exemple, encore une fois, je peux vous donner quelques statistiques. 430 000 entreprises canadiennes sont francophones. Ça représente 22 du PIB du Canada. Nous avons cette capacité, je dirais, de travailler et de tirer notre épingle du jeu à l'intérieur de cet environnement qui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, est anglophone, parce que vous le savez bien, à l'intérieur de l'Amérique du Nord, c'est vraiment une mer d'anglophones qui encercle la francophonie économique. Mais également, une autre statistique fort intéressante, c'est que 45 des échanges commerciaux entre la France et le Canada passent par le Québec. Alors, c'est des exemples concrets sur lesquels nous pouvons miser, sur lesquels nous devons miser. Et je vous avouerai que notre ambition n'a pas de limite. N'a pas de limite dans le sens où, avec ce que nous entendons aujourd'hui, avec le succès de l'organisation d'événements tels que nous le vivons, et je tiens à féliciter Geoffroy et son équipe d'organisation et le MEDEF, et tout particulièrement Fabrice, pour avoir réussi concrètement, rapidement, à faire en sorte que malgré la situation exceptionnelle dans laquelle on se retrouve avec la COVID, bien, nous sommes arrivés à venir ici aujourd'hui et échanger les bonnes pratiques et celles qui peuvent être porteuses d'activités économiques pour la francophonie à l'international. Merci. Je vais passer la parole à M. Samir Majoul, qui est juste à côté de vous, qui est président de l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat. On vous entend bien. Alors, votre point de vue sur la question, à vous. Je disais, qu'est-ce que concrètement les entreprises tunisiennes peuvent y gagner dans cette histoire de francophonie économique? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, qu'est-ce que nous attendons? Mais qu'est-ce que nous attendons tous? Et en fait, qu'est-ce que nos peuples attendent de nous? Voilà. Alors, il faut d'abord revenir un peu à l'histoire. Hein. Il ne faut pas oublier les pères fondateurs de la... Rapprochez votre micro, comme ça. Voilà, on ne vous entend pas très bien. Non, il faut le rapprocher, dans l'autre sens. C'est bon comme ça? Encore un peu? C'est bon? Nickel. Alors,
La francophonie, il y a une institution francophone, mais la francophonie économique, on en parle depuis 2014. Voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été institutionnalisé. Alors, au cours du déjeuner, j'en parlais avec le président, et il dit que l'Europe s'était faite par l'économie d'abord, la politique a suivi. Alors, aujourd'hui, il est temps d'institutionnaliser, de formaliser un marché économique commun, de démanteler toutes les barrières tarifaires et non tarifaires, de libérer la mobilité des gens. Je ne veux plus entendre parler de gens qui ont besoin de visa pour passer, pour évoluer dans l'espace francophone, de libérer l'investissement, les échanges, et nous allons accéder à un gisement de croissance que représente l'espace francophone, et notamment l'Afrique, avec une jeunesse, avec aussi une situation que nous avons vécue, et la multilatéralité aujourd'hui est en panne, et nous savons ce que nous vivons depuis 2 ans, Président. Alors, l'Afrique n'est-elle pas le gisement de croissance du monde aujourd'hui? N'est-il pas temps d'institutionnaliser la francophonie économique? Qu'est-ce que vous entendez par institutionnaliser la francophonie économique? Écoutez, comme il y a eu un marché commun, comme il y a un marché commun aujourd'hui, comme il y a eu une commission économique européenne, il peut y avoir une commission économique francophone. On peut démanteler toutes les barrières aujourd'hui qui ne facilitent pas l'investissement, qui ne facilitent pas les échanges. Il faut aussi qu'il y ait une banque panafricaine, francophone, qu'il y ait des lignes de crédit qui encouragent l'investissement dans nos régions. C'est un réservoir, mais c'est aussi une jeunesse, et nous savons combien de centaines de millions à l'horizon 2050 ils seront, et tout ça est un capital humain qu'il va falloir compter avec. Alors, je veux remercier aussi les pères fondateurs de la francophonie, mais je veux remercier aussi le président du Sénégal, Macky Sall, qui a pensé justement à cela, et je remercie le président du MEDEF d'avoir réagi aussi vite. Pardon? De la francophonie économique, pourquoi? C'est le père refondateur. J'ai bien compris votre propos, mais moi, je voudrais votre point de vue de patron des patrons. Ouais. Vous qui connaissez bien les entreprises, vous qui connaissez bien les entrepreneurs tunisiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils ont conscience, eux aussi, parce que nous, on en parle ici, mais est-ce qu'eux, ils ont conscience du potentiel de cette francophonie économique? Et concrètement, qu'est-ce que ça peut leur permettre de faire demain? D'abord, ça va leur ouvrir de nouveaux marchés, Ok. leur faciliter l'accès, démanteler des barrières aujourd'hui qui sont réelles, alors tarifaires et non tarifaires, faciliter la mobilité et donc l'investissement. Donc c'est un vrai atout, ce serait un vrai atout. Absolument. Okay. Michel Detaille, du Luxembourg. Oui. Vous, même question, est-ce que les entrepreneurs luxembourgeois, ils ont dans leur radar cette francophonie économique, ou est-ce que pour le moment, est-ce qu'ils sont un peu comme les entrepreneurs français, comme le disait M. Godefroy de Bézieux en introduction, est-ce qu'ils la sous-estiment encore un peu? Je ne pense pas qu'ils la sous-estiment, parce que le Luxembourg est un petit pays qui sait que le monde est autour de lui. Donc quand on est dans un petit pays, on sous-estime rarement les autres. Mais je voudrais peut-être vous expliquer comment la francophonie a permis à ce petit pays du Luxembourg de devenir une économie prospère. Ce n'était pas gagné. En fait, il faut savoir d'abord que la langue indigène au Luxembourg, c'est une langue assez proche de la langue germanique, mais que néanmoins, la langue administrative est la langue française. Il y a une centaine d'années, à quelques jours près, le Luxembourg a signé l'Union économique belgo-luxembourgeoise, ce qui l'a donc rapproché de la Belgique et de la Belgique francophone. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait déjà dans la sidérurgie un appel de main-d'œuvre. La main-d'œuvre est venue principalement d'Italie,
Donc l'intégration s'est faite par la langue française. Et dans les années 60-70, je suis belge, dans les années 60-70, une seconde vague d'immigration est arrivée du Portugal pour combler le manque de main-d'œuvre dans l'industrie et dans la construction. Et le portugais, évidemment, s'est facilement intégré via le français. Et depuis les années 80, on assiste à un boom incroyable au Luxembourg dans la main-d'œuvre. Il faut savoir que la moitié des travailleurs luxembourgeois vivent dans les pays voisins. Ça fait 210 000 frontaliers, dont les 3/4 sont des francophones qui viennent de France et de Belgique. Ce qui veut dire que pendant la journée, les luxembourgeois parlent aussi en français et que le français est devenu la vraie langue du travail là-bas, même si, il faut reconnaître, depuis quelques années, l'anglais a un peu pris le relais. Alors je raconte tout ça, pas pour vous donner des chiffres, pas pour vous parler du Luxembourg, quoique, mais pour vous dire combien la pratique d'une langue connue de tout le monde, connue de ses voisins, peut être un élément intégrateur. Et puisque vous voulez des exemples, à titre personnel, je suis belge, je suis wallonne, j'ai racheté avec un associé une entreprise au Luxembourg il y a 25 ans. Le fait de pouvoir comprendre la langue, le fait de pouvoir dépendre du code napoléonien et pas d'être traité par le droit anglo-saxon a sûrement été déterminant dans le choix de l'endroit où on s'est installé. À côté de vous, Monsieur Mohamed Zain El Abidine Cheikh Ahmed. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des patronats du G5 Sahel et président de l'Union maghrébine des employeurs. Alors vous, je sais que vous voulez faire passer un message. Vous m'avez dit que vous aviez préparé quelque chose. Allez-y. Oui, je voudrais d'abord remercier les MEDEF pour cette importante opportunité d'échange entre les patronats de l'espace francophone. Ce type de rencontre ne peut que renforcer les liens et la coopération entre nos institutions, dont l'un des objectifs est de développement des échanges commerciaux entre nos pays. Et je vais parler aux problèmes économiques du G5 Sahel. Et mon frère Chekib, il va parler des problèmes de Maghreb. Et comme vous le savez, les pays des G5 Sahel sont confrontés à nombreuses difficultés, entre autres d'insécurité, de la fragilité de l'environnemental et l'enclavement, la dépendance de certaines matières premières, la faiblesse du réseau routier et l'absence de réseau de chemins de fer. Pourtant, cette zone recèle d'importantes ressources naturelles, connaît une forte demande d'infrastructures, dispose d'une population jeune et un fort potentiel agropastoral. Conscient de cela, les gouvernements de la zone du Sahel ont élaboré un plan d'investissement prioritaire et je profite de cette occasion pour lancer un appel à nos bailleurs et partenaires pour s'investir davantage dans cette zone et il y a à appuyer les secteurs privés. La mise en place de plan facilitera l'exploitation des richesses multiples, constitue une opportunité que nous devons saisir pour renforcer le rôle des secteurs privés en investissant prioritairement dans les secteurs les plus productifs. La valorisation des ressources telles que l'agriculture, l'élevage et la pêche, le développement des ressources maritimes et des infrastructures, le renforcement des capacités et de la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Justement, je vais vous couper un peu parce que vous donnez un point de vue intéressant. Vous avez commencé à parler des secteurs qu'il faudrait privilégier. Je reviens à vous. Une question que je vais vous poser à tous. Est-ce qu'il y a des secteurs privilégiés dans lesquels cette francophonie économique, pour vous, elle serait plus efficace que d'autres? Moi, je pense que tous les secteurs sont privilégiés. Je commencerai par l'agroalimentaire. Comme il a dit, oui. Comme il a dit justement mon cher ami, l'agriculture, la pêche. Donc il faut plus de valorisation en Afrique. Nous vivons une période très difficile. On voit, comme on a dit, tout le monde le sait, la population africaine est jeune.
on doit garder ces jeunes chez eux. Comment les garder chez eux? En réussissant à construire une économie forte. Tous les atouts sont là, la matière première est là. Le bon sens, je pense qu'en réunissant nos forces et nos complémentarités, beaucoup de pays francophones ont beaucoup de savoir-faire, que ce soit en recherche, que ce soit en technologie, etc. Donc je pense qu'il faut oser et aller investir ensemble en Afrique, dans le Sahel, au Maroc, tous ensemble, pour pouvoir justement voir un marché qui va se développer et qui va justement créer de la sécurité pour tout le monde. Il y a le marché de libre-échange de ZLECAf qui représente 1,2 milliard de personnes, qui est quand même important, où nous devons, pour profiter de ces consommateurs, il faut créer de la richesse, il faut qu'ils puissent consommer. Donc tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement positives et à nous de faire que la sauce prenne. Et une des propositions, comme il a dit le président du patronat tunisien, il faut avoir une plateforme pour francophones, pour présenter les opportunités, que ce soit les opportunités d'affaires ou les opportunités commerciales, et avoir aussi un espace de financement dédié à la francophonie pour développer aussi ce... Et ce qui est important aussi, c'est la mobilité, c'est important. Tout ça, c'est des choses importantes. Monsieur Jean-Baptiste Lemoine, on a commencé à parler des secteurs. Je sais qu'il y en a un qui vous tient à cœur, qui est celui de l'enseignement. Est-ce que ça peut être l'enseignement de la langue française dont je parle? Est-ce que ça peut être l'un des secteurs notamment où il faut investir prioritairement pour faire de cette francophonie économique une réalité et pour en faire quelque chose de concret? Monsieur de la Tunisie le disait tout à l'heure, depuis 2014 on en parle et au final, bon, on tâtonne depuis 5-6 années. Bon, je vais mettre le bazar dans votre bel ordonnancement pour revenir peut-être à votre entrée en matière, à laquelle chacun a répondu, et à l'intitulé, à l'interpellation de la table ronde, qui était « La francophonie économique est-elle une valeur ajoutée pour le secteur privé ?» Point d'interrogation. Moi, je pense qu'on a tous naturellement répondu oui, et c'est très concret. Par exemple, si on prend, moi, un accord que j'ai beaucoup défendu devant le Parlement, et on l'a fait adopter à l'Assemblée nationale, je vois le député Mjid El Garab qui est là, et qui parlera bien au président Blackburn, c'est l'accord économique cadre global entre l'Union européenne et le Canada. C'est un accord qui a permis d'avoir sur plein de secteurs des préférences commerciales que nous nous sommes octroyées. Et ce qu'on voit, c'est que à la fois les entrepreneurs québécois et canadiens ont augmenté leurs exportations vers l'Union européenne et singulièrement vers la France. Et à l'inverse, les Français ont également fortement accru leurs exportations vers le Québec et le Canada. Ça montre que la langue, en commun, en partage, c'est un facteur plus. Je m'explique. La géographie commande tout. La France, elle a pour voisin l'Allemagne, elle est au sein d'un continent qui est le continent européen, d'une Union européenne, et d'ailleurs notre politique commerciale, elle est européenne. Le Québec, il est au sein de l'ensemble nord-américain, de l'ALENA, on ne refait pas la géographie, de la même façon pour la Tunisie, le Maroc, qui sont de plein pied, naturellement, dans cet ensemble africain, et avec cette Union africaine qui est d'ailleurs en train de construire elle-même sa ZLECA, ça a été dit. Donc, je crois qu'on est tous d'abord, d'un point de vue économique, tributaires des ensembles régionaux dans lesquels on est, et de notre environnement proche, mais la langue est, à mon sens, le facteur plus qui fait que lorsque ces blocs ont des accords ensemble, à ce moment-là, il y a une sorte de plus-value liée au fait qu'on se comprend facilement, qu'il y a des cultures qui ont des traditions d'échange, qui soient universitaires, etc. Et donc ça s'illustre, puisque j'ai vu votre souci du concret, les chiffres, ils sont parlants, entre France et Canada, France-Québec, sûrement également sur Belgique, Luxembourg, avec les mêmes partenaires. Donc, je pense qu'il ne faut pas se raconter de blagues. On a nos espaces régionaux dans lesquels on est inséré, mais la langue va permettre, au sein des accords qu'on va nouer, d'avoir véritablement, je crois, du bonus. Et puis, on a évoqué la francophonie économique comme une valeur ajoutée pour le secteur privé, mais je veux aussi inverser le raisonnement. C'est que le privé est une valeur ajoutée pour la francophonie. On l'a vu, c'est le président de l'UTICA qui disait qu'attendent nos peuples de nous. Et ce qu'attendent nos peuples de nous, c'est
effectivement, c'est des emplois, des salaires, un cadre de vie, etc., etc. Et donc, on a chacun notre rôle à jouer. Précédemment, il y avait les élus locaux avec l'IMF qui était présent, président Hidalgo, les employeurs que vous êtes. Et donc, ça donne du concret à cette notion de francophonie, parce que la francophonie, c'est un joli concept, c'est quelque chose qui, je crois, peut nous rendre plus forts sur la scène mondiale, mais encore faut-il que, pour être perceptible et tangible, le concept se décline de façon très concrète, parce que sinon, effectivement, des déclarations, on en adopte un paquet, etc., mais je ne suis pas sûr que ça franchisse le mur du son et que ça arrive jusqu'à nos peuples respectifs. Et de ce point de vue-là, le secteur privé est une énorme valeur ajoutée pour cette francophonie. Vous évoquiez l'éducation. Il est vrai, il ne faut pas se raconter de blagues, hein, en même temps, on est là pour se dire la vérité. Le secteur de l'éducation, il est aussi de plus en plus soumis à un certain nombre de standards anglo-saxons, également au développement d'un certain nombre de réseaux anglo-saxons. À côté de ça, on ne se résout pas. Et donc, on veut également développer cet enseignement en français, francophone, qui peut parfois être bilingue pour avoir la maîtrise, ou trilingue de toutes les langues, tout simplement parce que, d'ailleurs, dans nos chaînes de valeur, avoir des jeunes qui sont formés en français, eh bien, ça nous permet aussi d'être très complémentaires. Regardez, je prends la France et la Tunisie, dans le secteur aéronautique, on est très liés parce qu'il y a cette bonne connaissance respective des secteurs industriels et parce que les formations sont là aussi de part et d'autre de la Méditerranée. Voilà quelques points que je voulais glisser dans le débat. Vous avez bien fait. Et maintenant que Monsieur Lemoine a renversé un peu la table, je vais aller dans la même direction en provoquant un peu Monsieur Roux de Bézieux par rapport à ce qu'il disait en début de rencontre. Vous disiez notamment que effectivement signer des contrats en anglais c'est cher, traduire des documents c'est cher, etc. Mais moi j'ai envie de vous dire, enfin aujourd'hui, est-ce que c'est encore réversible? On vit dans un monde où, qui est dominé par les géants chinois, les géants américains, les GAFAM comme on les appelle, et on va en parler notamment aujourd'hui. Au cours de cette rencontre. Aujourd'hui, est-ce qu'au final, de toute façon, l'anglais, je ne dis pas que la bataille est perdue, mais on est obligé de parler anglais, d'écrire, de rédiger des contrats en anglais. Comment est-ce que vous allez faire pour renverser cette situation? Alors, d'abord, il y a presque... moi, je ne crois pas qu'il y ait de bataille perdue. Les seules batailles perdues, celles qu'on ne livre pas. Et pour répondre à votre point sur la tech, qui n'est pas tout à fait celui de la table ronde, vous savez, les cimetières, si je veux dire, sont pleins d'entreprises de tech qui ont connu une grande croissance et puis ont disparu. Donc les batailles dans la tech, elles se livrent tous les jours, une technologie chasse l'autre, il n'y a pas de permanence. Mais pour revenir à votre question sur l'anglais, je ne suis pas sûr qu'il faille opposer la francophonie à l'anglais. Oui, de temps en temps, l'anglais s'impose parce qu'on travaille avec une multinationale, etc. Mais je vais au fond répondre sur cette affaire de plus-value. Quand vous êtes une PME, quand vous êtes un entrepreneur, exporter, se développer à l'étranger, ça coûte cher. En général, on perd de l'argent. Souvent, on perd de l'argent pendant longtemps. Parce que vous découvrez un environnement de travail, vous devenez un environnement de règles, des règles fiscales, des règles sociales, des contacts qui sont différents. Et moi, j'ai toujours perdu de l'argent à l'étranger, en tout cas au début. Et quelquefois, on perd et puis on finit par fermer en se disant ça coûte trop cher. Le gros avantage de la langue, c'est que c'est le facteur plus, ça vous permet de gagner du temps, de faire des économies. Les barrières à l'exportation, elles sont de plein de nature. Il y a bien sûr les barrières tarifaires, mais c'est souvent des barrières dites non tarifaires. Et tout à l'heure, quand on s'est réunis pour le déjeuner, tous les patronats francophones, alors que je connaissais assez peu d'entre vous, même une toute petite minorité, j'ai eu l'impression d'être dans une réunion de famille. Vous savez, une réunion où on voit alors des cousins qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Certains depuis très longtemps. Donc, voilà, on se dit, ah oui, lui, ça doit être l'oncle de machin, lui, ça doit être quoi. Donc, on a ce sentiment, par la langue, qu'on est dans la même famille, mais on se redécouvre, on se découvre. Et c'est un peu ça qui se produit. Quand vous démarrez une activité commerciale dans un pays étranger avec la même langue, c'est quand même beaucoup plus facile. Et M. Blackburn l'explique très bien. La porte d'entrée du continent anglo-saxon par le Québec, c'est quand même beaucoup plus facile que de démarrer à New York ou à San Francisco où personne ne vous attend.
Donc je crois que c'est ça le facteur plus. Donc il ne faut pas avoir un raisonnement en se disant les batailles sont perdues, etc. Il faut avoir un raisonnement en disant c'est quoi finalement vous savez, là, alors je vais prendre une expression en anglaise, le low-hanging fruit, je ne sais pas comment le traduire en français, c'est vrai, le fruit le plus bas, celui qui est le plus facile à attraper, c'est souvent avec la langue commune. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette initiative. Ce n'est pas simplement une espèce de nostalgie, j'allais dire, un peu gaullienne de l'Empire français. Ça n'a rien à voir. C'est cette idée que c'est un outil utile pour les entreprises. Alors pour les entreprises françaises, moi je suis président du Bon des entreprises de France, donc je commence par m'occuper de mes errants, mais je pense que c'est réciproque pour les entreprises québécoises, pour les entreprises tunisiennes, pour celles du Sahel, pour les entreprises wallonnes ou luxembourgeoises et pour les entreprises marocaines. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais encore une fois, ce que vous disiez au début, c'est qu'il y a aussi un problème de mindset, de mentalité. C'est-à-dire que cette francophonie, on l'a un peu sous-estimée au niveau économique. Vous, en tant que patron des patrons, comment est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas claquer des doigts et puis les entrepreneurs français vont se dire bon, finalement, c'est la prochaine frontière, la francophonie, c'est le futur, etc. Comment est-ce que vous allez faire concrètement ? Est-ce qu'il y a des projets ? Est-ce qu'il y a des initiatives que vous allez lancer pour inverser et pour changer ce mindset ? Le premier projet, c'est celui-là. On a pris un petit pari. Je crois que le pari réussit. On l'a vu avec l'affluence de la journée. On sera plus de 500 à dîner ce soir. Et donc, comme je l'ai dit, je pense que les cartes de visite vont changer de poche dès ce soir. Après, il y aura bien sûr des échanges bilatéraux. On a pas mal de projets de délégation avec MEDEF International dans des pays francophones. Après, on va être un tout petit peu dépendant, malheureusement, comme vous tous, des conditions sanitaires. Mais l'objectif, c'est bien d'amener des délégations de patrons, si possible de patrons de PME ou de TI, dans les différents pays, en Tunisie, à Djerba, au Sahel, au Québec, Luxembourg. Bon, on fera peut-être pas une délégation parce que là c'est plus naturel à cause de la frontière commune, et au Maroc. Et j'insiste sur les PME. Je ne sais plus qui disait, bon, les grands groupes, Total ou d'autres n'ont pas forcément besoin de l'aide du MEDEF ou des organisations patronales pour trouver leurs clients. Et je pense que la prochaine frontière, c'est les PME, c'est les ETI. Monsieur Cheikh Ahmed, je ne vous ai pas oublié. Allez-y. Donc, nous, on a besoin de s'investir dans le domaine, surtout pour les secteurs plus productifs, et aussi au secteur de l'agriculture et l'élevage et la pêche. Et aussi, on a besoin de développement des ressources maritimes, des infrastructures, parce qu'à Sahel, on a besoin des infrastructures. Et aussi, normalement, renforcement des capacités et compétitivité des petites et moyennes entreprises, c'est très important. Et l'introduction de nouvelles technologies et l'innovation et l'exploitation minière et aussi les énergies propres. Ça, c'est vraiment, c'est des domaines, vraiment, on a besoin de s'investir. Plus de coopération. Ouais, c'est ça. Et donc, aussi... donc, c'est pour vraiment aussi, encore, je les remercie, MEDEF, pour cette importante opportunité d'échange entre les patronats de l'espace francophonie. Et aussi, on a besoin, j'ai saisi cette occasion qui m'est offerte par cette rencontre pour vous inviter à intensifier la cadence des échanges dans l'espace francophone et accélérer la réflexion en vue de trouver un mécanisme qui permettrait la continuité et l'élargissement de ce type de rencontres pour faire la francophonie un vecteur de développement du secteur privé et à renforcer le partenariat entre les organisations patronales dans cet espace, ce qui favorisera l'investissement inclusif et nous rendra plus forts face aux nouveaux enjeux. Mais devant tout, en cette période de pandémie Covid, je vous invite à encourager la vaccination pour tous afin de maintenir un environnement sain dans nos établissements, de préserver ainsi la vie
de nos travailleurs et la productivité de nos entreprises. Ça, c'était très important parce que la plupart, ils n'acceptent pas les vaccins. Et vraiment, nous, on a besoin d'une productivité de nos entreprises. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Vous avez été entendu. Monsieur Karl Blackburn, on revient au Québec. Je reviens au Québec, effectivement. D'abord, je voudrais réagir de Allez-y, je vous en positive sur ce que Geoffroy mentionnait tout à l'heure. Vous savez, on parle de compétition, on parle de langue avec le légal, le développement, l'anglais beaucoup, mais les défis auxquels que je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à l'environnement dans lequel l'économie du Québec évoluait, bien évidemment, en Amérique du Nord, cet environnement comportait des défis importants pour nous, et malgré tout, l'économie au Québec, ça se fait en français. Et je pense que nous ferions une grave erreur si nous voulions opposer la francophonie économique contre l'économie anglaise. C'est pas cela, je pense, qu'il est question. C'est davantage comment pouvons-nous tirer l'épingle du jeu, de faire en sorte que nos avantages, nos forces et bien sûr la présentation des gens qui sont ici représentés, ça veut dire qu'il y a du développement qui peut être fait. Et ce développement, c'est à nous de le faire. Attendons pas qu'il vienne nous être offert. C'est à nous de saisir les opportunités. On parlait tout à l'heure de secteurs de développement, on parlait de secteurs d'avenir, de quelle façon la francophonie économique peut s'inscrire. Quelques exemples très précis du Québec. En informatique, en numérique, en jeux vidéo. C'est des réalités qui sont parfois peut-être anglaises, mais ça se fait en français à partir de Québec. Et ça rayonne à l'international. Alors, Geoffroy, l'exemple concret de ce que nous vivons aujourd'hui, de représentants de partout sur la planète du monde francophone, c'est à nous de se servir de ce réseau qui est vaste pour nous permettre de faire de cette francophonie une francophonie économique qui soit forte, qui soit comparable à n'importe quelle structure économique dans le monde. Et on a des exemples concrets qui peuvent y arriver. On a parlé tout à l'heure d'environnement, on parle de municipalité, on parle de défis de vaccination, de santé publique. Il y a des défis qui sont énormes partout sur la planète. Et la COVID-19, en mars 2020, si je peux l'exprimer ainsi, a permis de faire exploser les frontières. Il n'y a plus de frontières maintenant qui nous limitent. La technologie, elle est au rendez-vous. Sans la technologie, Geoffroy et son équipe n'auraient pas été en mesure d'organiser cet événement. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent de partout à travers le monde grâce à la technologie et ça se passe en français. Ne soyons pas gênés, ne soyons pas trop humbles, mais réagissons avec beaucoup de fierté. Au contraire, faisons rayonner cette francophonie et faisons en sorte que cette francophonie soit une francophonie forte, mais spécialement économique. Et moi, je suis convaincu qu'on a tous les éléments pour y arriver. Michel Detaille, sur cette question des... C'est vrai que ça mérite quelques applaudissements. Michel Detaille, sur cette question des secteurs où une coopération prioritaire est possible. Mais je pense que la transition énergétique, quand on a vu la liste des participants ici, s'impose. En plus, les complémentarités sont évidentes entre les gens qui ont de l'espace, entre des centres de recherche. Et donc là, je pense que c'est sûrement un secteur porteur qui est nouveau en plus. Donc on va peut-être un peu tous partir à égalité. Puis vous avez parlé tout à l'heure de l'enseignement. Il faut que nos étudiants bougent. Il faut qu'ils aillent dans des écoles francophones ou pas francophones d'ailleurs, parce qu'un bon francophone est aussi quelqu'un qui est multilingue. Et je pense que si on attire dans nos universités et si on envoie dans de bonnes universités, je connais un peu celle du Maroc, on sort des ingénieurs très très bons. Si on envoie des Européens là-bas, ils vont non seulement apprendre la science, mais ils vont aussi vivre dans une culture différente parce que nous sommes tous des francophones ici, mais nous n'avons pas les mêmes cultures. Et le fait de s'ouvrir à une autre culture aide beaucoup aussi. Je pense aussi que dans notre pays, on manque aujourd'hui de main-d'œuvre qualifiée. Il y a d'autres pays où, pour le moment, il y a sans doute, pour des raisons démographiques et des raisons économiques aussi, un peu trop de jeunes diplômés
essayons de faire des échanges. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ça dure tout le temps, mais je pense que ce qu'on peut apprendre en travaillant dans une première expérience, là où il manque un peu de main-d'œuvre pour le moment, on peut repartir plus tard dans son pays d'origine, si on le veut d'ailleurs. Donc il faut qu'on ait beaucoup de souplesse, beaucoup d'agilité, et ça, c'est le propre des entreprises. Et donc, pour tout ça, il faut qu'on se connaisse. Je rejoins ce que les autres panélistes ont dit. Il faut créer des réseaux. Mais je voudrais juste dire que créer des réseaux pour des entreprises, c'est l'affaire de professionnels. Si on veut que ça marche, il faut que ça soit confié à des gens dont c'est le métier. Il ne faut pas juste dire qu'est-ce qu'on est content de se voir, on va se téléphoner de temps en temps. On fait ça avec ses copains, mais on ne fait pas ça avec ses futurs partenaires. Mais nous sommes tous des professionnels, donc je pense qu'on va y arriver. Je vais aller dans votre sens. C'est vrai que vous dites qu'il faut qu'on se connaisse. Monsieur Geoffroy de Beauzieu, tout à l'heure, disait qu'on parle français, donc c'est une famille. Donc c'est vrai que là, c'est la francophonie, donc on parle de l'apprentissage du français. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à l'apprentissage de nos autres langues? Et là, je m'adresse surtout aux Africains qui sont sur ce plateau. Ce serait bien, par exemple, que les entrepreneurs français, que monsieur Geoffroy de Beauzieu parle wolof un peu, Comment? Je m'y mets dès ce soir. Qu'il y ait des entrepreneurs français qui parlent un peu plus arabe tunisien, arabe marocain, etc. C'était une petite boutade, mais un peu plus de réciprocité aussi, parfois, et de fluidité, je pense que ce serait pas mal. Justement, commençons par profiter de la langue qu'on a en commun. Tout à fait. Je pense que ça va amener le reste. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est une prise de conscience. Moi, opérateur, j'ai une prise de conscience en disant, nous, opérateurs privés, nous avons un rôle à jouer dans tout ça et nous devons le faire pour nos populations, pour nos pays, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit initier à partir de maintenant et ne pas garder juste comme une lettre morte, on a parlé et c'est parti. Donc ça, c'est important. Vous avez parlé des ressources humaines. Au Maroc, nous avons les ressources humaines. Nous avons fait le pari il y a plus de 10 ans. Votre micro. On a fait le pari il y a plus de 10 ans de développer l'industrie automobile, de développer l'aéronautique. J'ai eu le plaisir de visiter ces usines, que ce soit Peugeot ou Renault, où plus de 99%, c'est des cadres marocains, à tous les niveaux. Tout le staff, tout l'encadrement est marocain. Donc, il y a du potentiel. Ce qui se passe avec la pandémie nous donne à réfléchir. Être en Asie, être loin, les frettes ont explosé dans le monde. Donc, on a envie d'avoir une production qui est plus rapprochée. J'invite tous les opérateurs européens et surtout français et francophones à venir investir, que ce soit au Maroc, au Sahel, en Afrique. Il y a des ressources, il y a des potentialités énormes. C'est sûr que les avancées ne sont pas les mêmes, mais il faut commencer. Il faut qu'on tire vers le haut tout le continent. Il faut qu'on crée des consommateurs pour qu'on puisse en bénéficier. Et ça, c'est le rôle aussi, que ce soit des États, mais aussi du secteur privé. Voilà. Alors, je vais vous libérer. Je sais qu'il est 17h et que vous avez un rendez-vous. Ouais. Désolé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais vous demander de l'applaudir. Monsieur Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Merci beaucoup. Il a devancé un peu ma question finale, qui est celle un peu des recommandations. Il nous reste quelques minutes. Je vais commencer par vous, monsieur Jean-Baptiste Lemoine. Qu'est-ce que vous recommandez, vous quelles sont vos idées pour qu'on fasse véritablement de cette francophonie économique, j'en reviens au thème de notre table ronde, qu'elle soit un véritable atout pour nos entreprises, que ce soit en France ou au Sahel, au Québec, etc. Vos recommandations? Bon, je crois que beaucoup tient en fait à l'acquisition de ce que j'appellerais le réflexe francophone. Je vois dans la vie politique, mais dans la vie économique aussi, il y a le réflexe franco-allemand, il y a le réflexe européen, on se parle beaucoup, on travaille beaucoup ensemble, etc. Et il faut que, au-delà de nos aires naturelles respectives, on ait ce réflexe francophone. Et c'est exactement le sursaut, c'est vraiment aujourd'hui un jour de sursaut. Et grâce au MEDEF, grâce à toi Geoffroy, grâce à cette REF, il y a ce sursaut et cette prise de conscience de l'importance du réflexe francophone en matière économique. Et c'est ce qu'il faut cultiver de façon très patiente sur le long terme. Et ça me fait penser au chapeau de cette table ronde parce qu'on parlait d'engagement. Et l'engagement, c'est quelque chose qui
parfois ne rapportent pas tout de suite. Mais c'est parce que, de façon très méthodique et très scrupuleuse, eh bien, le fil rouge qui aujourd'hui est tissé va se poursuivre que, eh bien, il y aura véritablement des résultats, qu'il y aura effectivement plus de liens d'affaires qui vont se créer, des partenariats, des co-entreprises, etc. Et donc, voilà, c'est ce réflexe francophone, c'est ça qui me semble le plus important. Et puis, on a la chance d'avoir un socle. Ce socle, c'est la francophonie que représente Louise Mushikiwabo, ici, la secrétaire générale, parce que cette francophonie institutionnelle, elle pose un cadre. Et ce cadre, c'est quoi? C'est des valeurs. Et ces valeurs, c'est quoi? C'est des valeurs très importantes, propriété, liberté, etc., démocratie, qui font que ça crée un cadre propice à l'environnement des affaires. Et donc, on voit bien que la francophonie, c'est un attachement commun à des valeurs qui vont permettre de créer de la valeur ajoutée pour chacun de ses membres, de ses entreprises et de ses peuples. Donc, des valeurs au service de la valeur ajoutée, c'est ça qui me semble important avec ce réflexe francophone. Michel Detaille, en guise de conclusion, est-ce que vous avez quelques recommandations? Moi, j'en aurais une principale, surtout pour les PME. Je reprends ce qu'a dit le président du MEDEF. Il faut des contacts, il faut que les PME aient accès à l'exportation et qu'on élimine tous les obstacles qui sont pour eux hors de leur métier habituel. Les PME ont un savoir-faire, les PME ont un savoir-faire commercial, mais quand elles sont en dehors de leur environnement habituel, c'est compliqué et elles n'ont pas des spécialistes de chaque opération. Donc vraiment avec un bon réseau, je pense qu'on pourrait aider les PME à progresser et c'est très très important que les PME sortent de leur confort national. Ça va, je pense, marcher si on s'y met et si on leur permet de donner des conditions qui leur permettront de faire leur métier ailleurs que chez eux. Monsieur Cheikh Ahmed. Merci. Moi, je crois bien, nous, on a besoin d'un mécanisme de patronat francophone. Et aujourd'hui, on a besoin d'une union du patronat des francophones, parce que vraiment, ça va résoudre les problèmes économiques. Et avant ça, on ne peut pas parler de l'économie, parce qu'on n'a pas un mécanisme pour parler. Et c'est la troisième fois on se réunit, les patronats de francophonie, mais sans mécanisme, sans union. Donc aujourd'hui, moi, je lance la demande qu'on a besoin d'une union du patronat des francophones. Monsieur Roux de Bézieux vous écoute. Monsieur Carl Blackburn. D'abord, je nous souhaiterais de ne pas avoir de complexe. J'entendais les intervenants tout à l'heure. Effectivement, nous devons être fiers de ce que nous réalisons avec la francophonie, mais une francophonie économique. Mais en même temps, je nous inviterais à être prudents sur la qualité de notre langue. Au Conseil du patronat du Québec, nous avons récemment apporté le débat de l'utilisation francophone, je dirais, dans la province de Québec, avec certaines modifications législatives que s'apprêtait à déposer le gouvernement fédéral, mais également le gouvernement provincial, pour éviter d'avoir un choc et ainsi perdre un temps énorme en croissance ou en prospérité économique. Nous avons choisi délibérément d'emmener le débat sur la qualité de notre langue. Parce qu'on le voit bien, ça évolue rapidement. Il y a beaucoup de possibilités de diminuer la qualité de notre langue francophone. Et dans ce sens-là, je nous inviterai à être prudents. Et si on veut être capable de maintenir une prospérité économique, on a besoin de 3 conditions qui peuvent être réunies. Une prévisibilité, longévité et une stabilité. Et je crois qu'un événement comme aujourd'hui, ça peut nous apporter ces éléments qui sont extrêmement importants pour une croissance, une croissance économique. Et la francophonie, cher ami, cher président, la francophonie économique est partout là où il y a des gens qui parlent le français. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous venons de poser un jalon important sur un mécanisme qui va nous permettre de bâtir des liens, Geoffroy, encore plus forts, plus serrés les uns des autres. Et l'ensemble du patronat de la francophonie économique sera au rendez-vous pour que la relance dans laquelle nous s'inscrit comme société après la situation exceptionnelle que nous avons, dans laquelle nous avons été plongés en 2020, bien, que cette relance soit une relance de francophonie économique. Merci. Monsieur Samir Majoul,
Est-ce que d'ailleurs vous êtes d'accord avec votre confrère du G5 Sahel? Est-ce qu'il faut un patronat francophone? Aujourd'hui, nous avons, et le président du MEDEF a réuni l'ensemble de la famille patronale francophone. Tout à fait. Alors, je pense qu'il faudrait institutionnaliser cela. Et l'idée existe, hein, on en a parlé, il faut vraiment une confédération des patronats francophones. C'est normal. Mais il faut aussi institutionnaliser la francophonie économique, comme s'est faite l'Europe. Ça doit se faire au niveau de la francophonie et principalement au niveau africain. Alors, c'est formidable ce qui s'est fait aujourd'hui, mais il faut transformer cela, institutionnaliser un marché. Il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'on légifère et il faut qu'on démantèle l'ensemble des barrières tarifaires et non tarifaires. Et nous avons une jeunesse qui attend beaucoup de nous. Tout à fait. Merci. Monsieur Geoffroy de Roux-de-Bézieux, enfin. Oui, bah écoutez, je pense qu'on a réussi la première étape en réussissant cette manifestation. Enfin, elle n'est pas terminée évidemment, mais en ayant ces 600 chefs d'entreprise, entrepreneurs réunis, en ayant le président de Madagascar, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc, la première étape est réussie, mais effectivement, au fond, c'est comme quand on crée une entreprise. Ce qui compte, c'est pas de la créer, c'est de la maintenir. Donc, l'idée d'un patronat francophone, je pense, c'est une bonne idée. L'idée, évidemment, je crois on l'a décidé de faire une deuxième édition est aussi très importante. Au fond, ce qui compte presque le plus, c'est ce qui va se passer entre les deux. C'est-à-dire arriver à trouver sur des thèmes concrets, comme les villes durables, comme la transition énergétique, comme le numérique, travailler entre ces deux sommets de manière opérationnelle et que tout ça débouche sur des contrats, sur des implantations d'entreprises, sur des investissements, et évidemment dans les pays du Sud de manière prépondérante. Donc c'est tout ça auquel on va travailler avec Fabrice et avec toute l'équipe pour voir comment on fait vivre au quotidien cette francophonie économique. Je pense qu'une plateforme Internet qui donne aussi accès à des opportunités est une bonne chose. Maintenant qu'on se connaît, maintenant qu'on s'est pratiqué, maintenant qu'on a eu l'occasion d'échanger, je pense que ça sera beaucoup plus facile. Et puis de toute façon, pour certains d'entre nous, on se verra à Djerba dans 2 mois. Merci beaucoup. Merci à tous les 6, à tous les